Suite au débat qu'a provoqué l'œuvre de Christo sur l'Arc de Triomphe, j'ai décidé qu'il était temps d'aborder un sujet difficile. Difficile car riche et sujette à diverses interprétations. Difficile car subjectif et peu mis en avant. Ce sujet, messieurs dames, c'est le rôle de l'art dans nos civilisations. L'art doit-il seulement représenter le beau? L'art a-t-il pour fonction de nous inciter à nous dépasser? Les œuvres d'art doivent-elles dire plus que des mots? Ou simplement faire appel à la vérité? Comprendre la fonction principale de l'art est essentiel si l'on souhaite critiquer les œuvres d'art intelligemment. Ce qu'il s'est passé avec l'œuvre de Christo est venu mettre en avant une des plus grandes failles de la plupart des gens. Ils ne s'intéressent pas à la fonction de l'art, mais seulement à ce qui agit sur leurs émotions. Pas de digression ici. Le sujet est riche et plus qu'intéressant. Ne perdons pas de temps. Nous sommes en voie de devenir plus intelligents. Le terme art vient du latin ars, qui signifie habilité, métier ou encore technique. Il me serait difficile de dire qu'il n'y a qu'une seule et vraie définition à ce terme, tant les interprétations qu'on en fait sont diverses et variées. Pourtant, si je veux parler de sa fonction et des objectifs qu'il poursuit, je vais être obligé d'y passer. Afin de le définir, je partirai donc de la définition donnée dans le grand dictionnaire de la philosophie de chez Hatier. Le terme art désigne aussi bien la technique, le savoir-faire que la création artistique, la recherche du beau. S'ajoutant ou se substituant à la nature, l'art peut aussi s'entendre dans le sens quelquefois péjoratif d'artifice. En tant que pratique, il est le fait de l'artisan, celui qui maîtrise un art dans le premier sens, ou de l'artiste, qu'un talent ou un génie particulier rende apte à créer la beauté. Comme le suggère l'expression beaux-arts, un rapport existe entre ces deux sens. Toutefois, la création artistique et l'œuvre d'art ne s'expliquent pas uniquement par la possession d'une maîtrise. Sacrebleu, si même un dictionnaire de philosophie ne me donne pas une définition claire du concept d'art, je suis bien avancé. Allez voir sur internet, franchement je vois pas d'autre solution. Très bonne idée. Moyen d'obtenir un résultat, ensemble de connaissances et de règles d'action dans un domaine particulier, le grand art, le noble art, les arts libéraux, ceux dans lesquels le travail intellectuel est dominant, expression d'un idéal esthétique, ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression, chacun des modes d'expression de la beauté. Alors, vous tenez quelque chose? Je crois bien que cette fois, c'est vraiment la catastrophe. Les premières formes d'art virent le jour il y a plus de 45 000 ans, durant le Paléolithique. Les principaux vestiges qu'il nous reste de cette époque sont la Vénus de Hohlefels ou des représentations de mains humaines, principalement de l'art figuratif donc. Des œuvres plus sophistiquées virent ensuite le jour. Je grossis les traits bien évidemment, comme les gravures rupestres du Tassili ou les dessins de la grotte de Lascaux. Mais alors, quelle était l'utilité de l'art à ce moment-là? Eh bien là, nous sommes confrontés à plusieurs hypothèses. En effet, nous sommes obligés de spéculer puisque l'écriture et les enregistrements vocaux n'existaient pas. Certains préhistoriens et paléontologues penchent plutôt pour l'idée que l'art n'était alors qu'un moyen de prendre du plaisir. Le plaisir de dessiner ou de peindre par exemple. D'autres présument qu'il s'agissait plutôt d'un moyen d'agir sur les esprits des hommes, en les aidant à atteindre des niveaux d'abstraction nouveaux pour eux. Enfin, une des hypothèses qui a fait couler beaucoup d'encre consiste à voir l'art préhistorique comme un témoignage des préoccupations religieuses de ce temps. Dans ce cas, les hommes préhistoriques auraient alors vu les dessins et autres œuvres qu'ils produisaient comme des représentations de figures divines. Figures divines très utiles pour rassembler, inspirer et pourquoi pas donner du sens à leur existence. Les hypothèses sont nombreuses et là est aussi le problème. Ce ne sont que des hypothèses. Néanmoins, grâce à cet exemple d'art ancien, très ancien, nous notons deux points intéressants. L'art demande de la technique. Même à l'époque, la production d'œuvres artistiques n'était pas accessible à tous puisqu'elle demandait un savoir-faire, une technique. En effet, les petits intrigants ne sachant ni peindre, ni dessiner, ni sculpter n'étaient pas aptes à produire de l'art. Ainsi, l'art avait besoin d'un savoir-faire pour exister. Il demandait du travail et un certain apprentissage. L'art peut être vu comme un moyen d'abstraction, en faisant de l'art une voie permettant de faire appel à des figures divines. Les hommes préhistoriques rendaient leurs œuvres utiles. Utiles car elles leur permettaient de s'échapper spirituellement de leurs conditions. Utiles car elles les rassemblaient autour d'idées communes, etc. L'art était alors une sorte d'exutoire pour ces personnes qui trouvaient sans doute en leurs œuvres un moteur, voire un guide pour leurs actions. Mais là n'étaient que les balbutiements de l'art. Nous étions encore très loin de la Joconde ou des statues grecques que nous connaissons tous. Et nous étions à 1000 lieues des œuvres de Jeff Koons ou de l'urinoir de Duchamp. Qu'est-ce qui est apparu par la suite ? D'aucuns pensent que l'art antique trouve sa source dans l'Égypte antique, autour de 4000 ans avant notre ère. Dès l'apparition de la culture de Nagada,
culture durant laquelle la population égyptienne cesse de pratiquer couramment la chasse et l'élevage en devenant plus civilisée, les temples, les pyramides et autres gravures font leur apparition. Ainsi, l'art égyptien, en passant par l'architecture, devient un moyen de représenter sa culture tout en suivant une démarche de dépassement des limites précédemment établies. Les pyramides fascinent, étonnent et créent une sensation qui amène n'importe quel homme à se sentir minuscule face au divin. En effet, en Égypte antique, la plupart des formes d'art consistent en un moyen de rapprocher l'homme du spirituel, de ce qui le dépasse. Autrement dit, l'art permet de dépasser le réel. Effectivement, des figures gigantesques mises en relation avec des humains qui, à côté, ont l'air de fourmis, renforcent le creux qui sépare les hommes des dieux. L'art, rien d'autre qu'un moyen d'expression de la grandeur divine. Quelques centaines d'années plus tard, un des arts les plus importants de toute l'histoire fera son apparition en Occident, plus précisément dans l'ancienne Grèce, l'art de la Grèce antique. Découlant plus ou moins de l'art de l'Égypte antique, il ne sera ici même pas nécessaire de parler de l'influence de cet art sur le monde de l'époque et le monde à venir. Oui, ne vous égarez pas, le sujet est riche et vous n'avez même pas défini l'art encore. J'y viens. L'art grec, qui à l'époque se définissait par habilité ou technique, et c'est de là qu'est ensuite venu le mot ars chez les Romains, consistait principalement pour les artistes à représenter la nature, les formes humaines, en travaillant rigoureusement sur la symétrie et la régularité des formes. À l'époque, il était important pour les Grecs de représenter la beauté à travers les œuvres qu'ils produisaient. En insistant sur la pureté des sculptures qu'ils créaient, ils aspiraient à représenter le beau, c'est-à-dire ce qui produit un sentiment de satisfaction et d'admiration. Dans ce cas, l'art pouvait être vu comme un moyen d'inciter à l'innovation et au dépassement de la technique déjà connue. Progressivement, l'art grec devint un moyen de décoration, présentant généralement des dieux, mais parfois de simples humains, existants ou non. De plus, il eut une utilité funéraire. En effet, il n'était pas rare de voir des sculptures autour des cimetières qui bordaient la ville d'Athènes, représentant les figures des proches des défunts endeuillés. Par la suite, quelques dizaines voire centaines d'années avant notre ère, les œuvres devinrent plus originales, presque plus folles si j'ose dire, déviant de plus en plus vers des représentations mythologiques. L'effet spectaculaire devint aussi important dans la construction de celles-ci, les artistes souhaitant marquer les esprits par les figures qu'ils représentaient. C'est ainsi que des sculptures titanesques virent le jour, comme la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, ou le colosse de Rhodès par exemple. Jusque-là, ce n'était que le début. Les œuvres les plus célèbres aujourd'hui n'avaient même pas encore vu le jour. Et vous le voyez bien, plus nous redescendons le fil de l'histoire, plus notre vision de l'art s'éclaircit. Et nous sommes loin d'avoir fini. Le Moyen-Âge marque un renouveau pour l'art, laissant chaque pays et chaque culture créer le sien, en s'inspirant des pays extérieurs, de leurs mœurs, de leurs techniques, ainsi que des ressources à leur disposition. Les courants, les formes et les styles sont extrêmement variés durant la période richissime que représente le Moyen-Âge. C'est pourquoi je déciderai ici d'être concis. À la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, le christianisme prend une place fondamentale en Occident, et viendra influencer par la suite la plupart des courants artistiques de cette époque. Ainsi, l'art médiéval s'exprime principalement à travers des édifices religieux. Notre-Dame de Paris et l'abbaye de Cluny en sont de bons exemples. Ou encore par le biais de vitraux et de sculptures, complétant l'architecture dans la démarche religieuse qui nourrissait l'art de l'époque. En somme, le plus gros du travail artistique qu'il nous reste de l'époque médiévale avait principalement vocation à nourrir l'aspect religieux des différentes civilisations. Mais l'émergence de la Renaissance autour du XVe siècle viendra tout chambouler. Les artistes, pouvant encore être considérés comme de vrais techniciens au Moyen-Âge, vont voir leur art se sophistiquer, mûrir, se transformer. Bien que de nombreuses œuvres d'art restent encore attachées au christianisme et que les artistes redécouvrent la mythologie grecque ainsi que l'art antique, la tendance est à l'innovation. La perspective, délaissée au Moyen-Âge, est retravaillée. Les détails du corps humain et de la nature sont méticuleusement observés et reproduits dans les œuvres d'art. On découvre notamment de nouvelles techniques de peinture et de dessin. Mais un des plus grands changements de la démarche artistique a lieu en ceci que l'on place désormais l'homme au centre des préoccupations et non plus la religion ou les dieux. Sans compter qu'en plus de ce tournant majeur, les œuvres d'art se veulent plus accessibles qu'auparavant puisqu'elles consistent désormais en des tableaux ou en des petites sculptures. De fait, les œuvres d'art intéressent les bourgeois et tous ceux qui ont les moyens d'en acheter. L'art n'est alors plus un moyen de mettre en avant les préoccupations religieuses des hommes, mais devient plutôt une sorte d'activité ludique, réservée à ceux qui maîtrisent certaines techniques ou au contraire, ceux qui ont le temps de s'intéresser à ces œuvres, les milieux bourgeois principalement. Cela dit, la démarche de progrès est toujours inhérente à l'art, bien que ce ne soit pas forcément dit. Les techniques, les styles et les courants artistiques évoluent très rapidement à l'époque de la Renaissance, surtout grâce à l'originalité de la démarche de certains artistes, ou l'envie de casser les codes, de sortir des sentiers battus. Au-delà de la sculpture et de la peinture, des écrivains de tout type émergent ainsi que des compositeurs, artistes que l'on peut encore lire ou écouter aujourd'hui. En même temps que la philosophie et les sciences progressent, l'art se veut changeant,
le tout créant de cette manière une sorte de cercle vertueux, propice à toute forme de développement. Et forcément, avec le temps, le progrès ne cessant d'amener les artistes à innover, l'art prit un tout autre pli. En quête d'originalité face au classicisme et d'autres mouvements artistiques qui finissent en isme, certains artistes tentèrent de s'affranchir des conventions et des normes de l'époque. Ainsi naquit l'art moderne, dont un des courants principaux fut l'impressionnisme, courant qui se caractérise par des couleurs vives et une manière de peindre novatrice. Les œuvres de Vincent van Gogh ou de Claude Monet sont une belle illustration de ce en quoi consistait l'impressionnisme. L'art moderne, qui vit le jour durant le 19e siècle, amena avec lui une nouveauté de taille. La critique d'art. Des écrivains, tels Zola ou Baudelaire, écrivirent à plusieurs reprises afin de critiquer les œuvres des peintres modernes. Dès lors, l'art n'était plus une discipline uniquement réservée aux artistes. Les intellectuels et les critiques pouvaient s'y intéresser, et mine de rien, le changement que cela provoqua fut énorme. Le changement fut énorme car cela amena ceux qui s'intéressaient aux œuvres d'art à réfléchir, à porter un œil critique sur ce qu'ils regardaient. L'art, devenu un moyen d'expression riche, tantôt utilisé pour transmettre des émotions ou pour représenter le monde, devint alors une source d'inspiration à la réflexion de certains penseurs. Apparaît-on à peu près à la même époque la photographie et le cinéma, de nouveaux canaux d'expression pour les artistes, et par conséquent, des outils supplémentaires à l'enrichissement culturel de nos civilisations. Pourtant, tout ça n'était rien face à l'explosion qui se préparait. Bientôt, une nouvelle version de l'art allait voir le jour, et comme toute nouveauté, elle allait faire jaser. Quelle explosion? L'art contemporain. L'art contemporain apparaît à la moitié du XXe siècle par le biais de la libération de l'art des contraintes artistiques précédemment établies. Enfin, en réalité, il n'apparaît pas soudainement tel un Pokémon dans le célèbre jeu du même nom. Disons plutôt qu'il constitue la suite logique de l'art moderne et que c'est à l'apogée de celui-ci qu'il a émergé. Une des premières œuvres assez représentatives de ce qu'est l'art contemporain est La Fontaine de Marcel Duchamp. Très controversée, logique, très critiquée. Évident. La Fontaine de Duchamp fut considérée comme l'œuvre la plus influente du XXe siècle par de nombreux artistes et critiques. Au-delà même de chambouler les règles et les conventions artistiques de par son originalité, l'urinoir de Deschamps va totalement changer la façon dont nous voyons l'art, et même ce qu'on peut considérer ou non comme de l'art. En effet, cette œuvre va déclencher l'avènement de l'idée maintenant célèbre, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Le travail de l'artiste ne tient alors plus à la maîtrise technique, mais à l'intention artistique, et accessoirement au message que l'on renvoie au spectateur. L'art contemporain a ceci de particulier qu'il se détache totalement du savoir-faire précédemment nécessaire à la production d'œuvres artistiques pour se rapprocher d'une démarche qui fait de n'importe quel objet de l'art si l'artiste qualifie cet objet comme artistique. En somme, l'art contemporain se veut aller à contre-courant de toutes les normes artistiques précédentes, en ne cherchant plus forcément le beau, le savoir-faire ou la représentation de diverses émotions, mais en mettant en avant la démarche artistique elle-même. Finalement, c'est moins l'œuvre d'art qui compte que la volonté de l'artiste de faire de quelque chose une œuvre d'art. Dès lors, nous voyons émerger depuis quelques décennies des œuvres d'art qui, ne serait-ce qu'un ou deux siècles plus tôt, n'auraient jamais pu être qualifiées comme telles. Les sculptures de Jeff Koons, les bandes jaunes sur la cité de Carcassonne, les réverbères de Chris Burden, et bien d'autres. De nos jours est donc qualifié d'œuvre d'art ce qui est présenté à un public, présentation qui a généralement lieu dans un musée, ce qui a vocation à toucher les émotions ou l'intellect des spectateurs, et ce qui est animé d'une démarche artistique. En définitive, l'art contemporain a un panel de fonctions extrêmement large. Il peut aussi bien s'attacher à représenter le beau, à faire appel au divin, bien que ce soit rare aujourd'hui, à toucher nos émotions ou encore à décorer. L'art contemporain est, à peu de choses près, une synthèse de toutes les formes d'art connues dans l'histoire, à laquelle on aurait ajouté une liberté de création et d'interprétation presque totale, presque délirante. Cela dit, l'affranchissement des contraintes et des conventions qui va de pair avec l'émergence de l'art contemporain pose plusieurs problèmes, notamment la difficulté à s'accorder sur ce qu'est réellement l'art. Faut-il mettre des limites à ceux qui se revendiquent artistes, sachant que si on n'en pose pas, tout peut être de l'art, et dans ce cas-là, l'art ne représente plus grand-chose. À partir de quand peut-on considérer d'une chose qu'elle est une œuvre d'art? Faut-il laisser chacun poser sa propre définition? Ou s'accorder ensemble sur ce qui relève de l'art ou non? L'étude de l'histoire de l'art faite précédemment nous permet cependant de faire apparaître une définition plutôt solide de ce qu'est l'art. Que voici. L'art est ce qui est animé par une démarche artistique. Pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait la volonté de faire de l'art. L'art a une fonction. Une œuvre artistique a toujours vocation à servir à quelque chose. Que ce soit déclencher une émotion, faire réfléchir ou même représenter la nature. Enfin, l'art est animé par une volonté créatrice. Cela ne signifie pas qu'il faille nécessairement créer quelque chose de ses mains, comme ce fut le cas pendant longtemps, mais il est pourtant essentiel de créer quelque chose qui émane de nos têtes. Ainsi, l'art n'existe pas en tant que tel, mais il part forcément de la décision de créer. Il ne peut exister que si l'on crée. Mais jusque-là, vous avez laissé dans l'ombre les philosophes? Je sais. Ne vous inquiétez pas. Ils arrivent. Et comme d'habitude, ils ont bien des choses à nous dire.
On ne compte plus les philosophes ayant tenté de définir l'art à leur façon. Parmi ceux-ci, les définitions varient et je pense qu'avant d'en venir aux différentes fonctions que l'on peut donner à l'art, il est intéressant de revoir certaines de ces définitions. Pour Nietzsche, la création artistique suppose un état physiologique particulier. Cet état physiologique consiste en une sorte de frénésie, une exaltation puissante qui met en mouvement l'artiste. Dans cet état de frénésie, tout ce que voit l'artiste est surchargé de force, de sorte que ces objets deviennent miroirs de son pouvoir, de sorte qu'ils soient les reflets de sa perfection. Cette transformation en perfection est l'art. Selon le philosophe allemand, l'art consiste donc en un cheminement fondamentalement lié à la volonté de l'artiste d'accroître son pouvoir sur les choses, que ce soit reconnu ou non. Dans ce cas, l'art n'est ni plus ni moins qu'un moyen pour les hommes de transcender le réel, et par conséquent, de le rendre plus supportable, et de rendre la vie plus agréable. A l'inverse, Schopenhauer, lui, voyait l'art comme un moyen de contempler le beau et la nature. L'art est la contemplation des choses, indépendante du principe de raison. En ce sens, l'art nous permettrait de renouer avec l'existence absolue des objets de notre contemplation. En changeant la perspective que nous avons des choses, l'art serait en fait un outil capable de nous faire sortir du champ de la raison, pour nous montrer les choses telles qu'elles sont réellement, et pas comme nous pensons les voir habituellement. L'art, ici, ne nous permet donc pas de transcender le réel, mais de le saisir en tant que tel. Dans la démarche d'enrichir le panel des conceptions de l'art que peuvent avoir certaines personnalités, nous pourrions maintenant prêter attention à ce qu'ont pu en dire certains artistes et écrivains. Paul Gauguin, par exemple, un célèbre peintre français du 19e siècle, considérait l'art comme un moyen de s'élever, de se rapprocher du divin. L'art est une abstraction. C'est le moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin maître, créer. Thomas Merton, moine et écrivain spirituel, disait que l'art nous permet de nous retrouver et de nous perdre en même temps. Enfin, Marcel Proust, célèbre écrivain français, considérait que par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la Lune. Nous tirons de ces quelques citations l'idée que l'art est avant toute chose un moyen de dépasser notre vision habituelle des choses. En nous offrant de nouvelles perspectives sur les objets, les perceptions et les images qui composent notre vision du monde, l'art nous amène malgré nous à reconsidérer notre conception de la vie et de tous les éléments qui la composent. Chaque œuvre a ses propres fonctions, ses propres objectifs, et de par la richesse de nos caractères, de nos logiques et de nos intelligences, elles n'auront jamais le même effet sur chacun d'entre nous. Une œuvre pourrait remettre en question ma conception du temps, tandis que vous la trouverez juste jolie. A l'inverse, vous pourriez être émerveillé par un tableau qui n'aura aucun impact sur ma personne. Tenez, si je vous montre la scène de Léonard de Vinci, quel effet ça vous fait? Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à observer attentivement ce tableau. Que sentez-vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Nous pouvons faire exactement de même avec le David de Michel-Ange, en le regardant attentivement. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous donne-t-il envie de vous dépasser pour atteindre son niveau physique? Voici certainement pourquoi il est si difficile de définir l'art et de s'accorder sur sa fonction principale. Mais maintenant, les faits sont beaucoup plus clairs et j'estime que nous pouvons tenter quelque chose. À quoi vous pensez? Aux deux fonctions de l'art sur lesquelles nous sommes maintenant capables de nous accorder. L'art représente un canal d'expression pour ce qui anime une civilisation à un moment donné. Durant l'Antiquité, c'était la technique et les divinités qui étaient mises en avant, puisque c'était les principaux centres d'intérêt des civilisations à ce moment-là. Le Moyen-Âge a par la suite remis les religions monothéistes au centre des préoccupations. Et aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, nous utilisons l'art pour revendiquer la liberté, l'émancipation face aux conventions et aux règles qui ont toujours façonné l'art. Et accessoirement plein d'autres choses. Les limites ne sont pas clairement établies. Enfin, l'art constitue un moyen de dépasser le réel, en sublimant le monde et en ouvrant de nouvelles perspectives sur celui-ci. Les œuvres d'art nous permettent de voir au-delà de nos petites habitudes. Celles-ci remodèlent notre vision du monde, attirent notre attention sur des faits ou des questionnements que nous n'avions pas envisagés. Tout bien considéré, l'art nous amène à développer un regard neuf sur tout ce qui nous entoure, et par là même, enrichit notre vie. Et vous, avez-vous songé à la question de la fonction de l'art ? Attention, le discours que vous venez d'entendre n'évoque aucunement l'idée que l'art doit être utile. Ce que je veux dire, c'est que l'art a bien quelques fonctions, et qu'il ne tient qu'à nous d'y réfléchir pour en tirer quelques leçons. Peut-être trouverez-vous en l'art une forme d'inspiration, un moyen de dépassement, un outil propice à la réunion, voire à la confrontation. En tout cas, mieux vaut prendre le temps d'y réfléchir. Qu'importe votre opinion, si elle est fondée, appuyée, raisonnée, vous avez tout pour prendre du galon. Une règle d'or, toujours chercher plus loin que ceux qui dénigrent injustement l'entièreté de l'art contemporain. Car ceux qui, en l'art, discipline plus insaisissable que la plus insaisissable des disciplines, ne trouvent rien de bien, ne vous aideront jamais à prendre du terrain. Prendre du terrain sur quoi? Sur le champ de l'intelligence et de l'apollinien.